Salut à tous, très heureux de vous retrouver. Ben, survivant de l'enfer, Ben, souvent croise le fer, Ben Simmons, de l'école du haut niveau. Évidemment, elle était tellement facile à faire, mais il fallait que je vous la sorte. Un Ben Simmons, survivant de l'enfer, parce que rappelez-vous, eh bien, en plein training camp 2016, il se fait une blessure au pied, une blessure assez grave. Dans la foulée, eh bien, sa réhabilitation prend plus de temps que prévu, ça cicatrise mal, ça se complique, bref. Eh bien, l'enfer dans une saison de rookie, je pense qu'il n'y a rien de pire quand vous êtes un jeune joueur en NBA, vous arrivez avec votre fougue, votre envie, et puis vous êtes complètement coupé dans votre élan par une blessure, le physique ne suit pas. Et derrière cet enfer, eh bien, on a un Ben Simmons qui, sur ce début de saison 2017-2018, est plus qu'un survivant. Il est un acteur majeur de ce très très bon début de saison des Philadelphia 76ers. Et je vous propose, eh bien, après une toute petite vingtaine de matchs, même pas, de faire un premier point sur Ben Simmons. Comme on avait fait un premier point sur Lonzo Ball, l'objectif, c'est pas de lire l'avenir, c'est pas de tirer des grandes déductions, des grandes conclusions, c'est sur ce qu'on a vu, et on a vu relativement peu de choses, mais c'est toujours intéressant sur ce qu'on a vu, et bien d'essayer d'analyser, de comprendre pourquoi ça marche et pourquoi finalement Ben Simmons est aussi impactant dans ce qui est sa saison de rookie, parce qu'il n'avait pas joué avant. Un Ben Simmons qui effectivement, au-delà des stats individuelles qui sont vraiment impressionnantes, avec un pratiquement 19 points par match à plus de 50% au tir, 9 rebonds, 8 passes, 2 interceptions, 1 contre, au-delà de ces stats-là qui sont spectaculaires pour un jeune joueur, on a une équipe des Sixers, et c'est ça le plus important, qui gagne à 10 victoires, 7 défaites au jour où j'enregistre cette vidéo, des Sixers qui gagnent alors qu'ils sont effectivement privés du premier tour de la dernière draft, donc qui ne sont pas au complet. Une équipe des Sixers qui gagne et qui est vraiment impressionnante dans le sillage du 5 qui a été mis en place dernièrement, avec Simmons, Reddick, Covington et Saric et Embiid dans la raquette. Regardez les différentiels qualité d'attaque, qualité de défense de ce 5. On a en production, en qualité, en différentiel attaque-défense, un des 5 les plus efficaces de toute la NBA sur ce début de saison, toujours, bien entendu. Et puis, dans ce dispositif des Sixers qui marche bien, eh bien on a ce Ben Simmons. On a ce Ben Simmons qui est dans le top 20 des meilleurs PER chez les rookies sur les 30 dernières années. Donc le PER, c'est en fait une variable, une stat avancée qui vous donne un indice de productivité d'un joueur sur le terrain, c'est conditionné au temps de jeu. Alors évidemment, c'est un petit peu biaisé parce qu'on compare un Simmons qui a joué que 17 matchs avec des joueurs qui ont joué une saison entière, mais sur ce qu'on a vu, on a un Simmons qui est dans le top 20 des rookies les plus productifs, les plus impactants, et c'est devenu très très rare dans la NBA d'avoir des joueurs, et spécifiquement des joueurs qui ne sont pas des intérieurs, qui sont aussi productifs dans leur toute première année dans la NBA. Et puis, au-delà de ça, on a aussi un joueur qui est dans le top 6 des meilleurs box plus minus, donc des meilleurs indices d'impact. Vraiment là, c'est l'impact sur la feuille de match, sur l'équipe. On a le 6e meilleur BPM chez un rookie sur les 30 dernières années. Et c'est pareil, c'est évidemment un petit peu biaisé parce qu'on compare une toute petite portion de saison avec des joueurs qui ont joué des saisons entières, mais quand même, c'est intéressant de l'avoir en tête. On est à plus de 5 chez un rookie, c'est quelque chose qui est arrivé très 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 rarement. Regardez sur les 30 dernières années, il faut aller chercher des Duncan, des Chris Paul, des Robinson ou des Sabonis qui arrivaient à 31 ans en NBA pour retrouver ce niveau-là. Donc c'est vraiment très très impressionnant. On a un Simmons qui noircit la feuille de stats et qui derrière fait gagner son équipe. Donc on a de la qualité et de la quantité. Et puis quand on regarde les performances des Sixers quand Simmons est sur le terrain, eh bien regardez, quand il est sur le terrain, on a des Sixers à 110 points en moyenne pour 100 possessions marquées et à peu près 107 encaissés. On a donc un différentiel de plus 3. Et quand il n'est pas sur le terrain, l'attaque s'effondre, la défense prend l'eau et on arrive à un différentiel de moins 9, ce qui fait en comparatif une amplitude de plus 12.
Si vous n'êtes pas un familier des stats avancées, ça ne vous dira peut-être rien, mais une amplitude de plus 12, c'est absolument énorme. C'est des niveaux d'amplitude de joueurs type LeBron James, de joueurs type James Harden, vraiment les mutants de la NBA qui sont les tauliers de leur équipe. Donc on a un joueur qui, effectivement, quand il est sur le terrain, eh bien, il contribue. Il ne fait pas que noircir la feuille de match dans le vide, comme ça a été souvent le cas avec des rookies qui avaient des stats très très impressionnantes, et dès qu'on regardait les stats avancées, on se rendait compte que c'était abyssal, et qu'il faisait ça dans le vide. Là, c'est pas du tout le cas. On a un Simmons qui noircit et qui contribue au succès de l'équipe. On a un joueur brillant, dans un dispositif où il peut briller, et c'est ça la clé du très bon début des Sixers et du très bon début de saison de Ben Simmons, parce qu'on a une maximisation de son potentiel par le dispositif qui est mis en place par Brett Brown, et c'est aussi ça que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Ce qui pourrait être apparenté à des faiblesses chez Ben Simmons, eh bien, ont été transformés en force, notamment pour la partie attaque. Parce que regardez, Simmons n'est absolument pas un tireur extérieur. Dès qu'il est en dehors de la raquette, il est perdu. Il est complètement perdu, comme un candidat de télé-réalité dans une bibliothèque. Eh bien, c'est un petit peu pareil. Parce que regardez, Simmons, il n'a pas mis un 3 points de la saison, il n'en tente quasiment jamais, et quand il est sur des séquences en pull-up, c'est-à-dire je suis en train de dribbler et je fais un tir en extension sur ces séquences en pull-up, il est à 38% de réussite, donc c'est vraiment pas sa tasse de thé. Mais, ayant compris qui n'était pas du tout un tireur de loin, eh bien il se fait violence et il est agressif vers le cercle. Résultat, plus de 70% de ses tirs tentés sont tentés à moins de 3 mètres du cercle. Donc il est en agressivité vers le cercle, et sur ses tirs tentés tout près du cercle, il est à 61%. C'est un pourcentage de réussite qui est très 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 élevé. La moyenne, comme je vous le disais, pour les arrières-ailiers, c'est 55-56%. Donc on a un Simmons, bien entendu, qui profite de sa taille. Il fait 2,8 m de son envergure, pour aller attaquer le cercle, driver et finir fort près du cercle. Mais c'est pas parce qu'il est grand, c'est pas conditionné au fait qu'il soit grand que la réussite soit là. C'est pas aussi simple que ça. Il ne faut pas tout résumer à sa taille. Voilà ce que je veux dire, mais évidemment, ça aide. Ça vous permet d'être un petit peu au-dessus de la mêlée, ou de finir au-dessus de votre adversaire direct quand il est plus petit que vous. Donc, eh bien, on a un Simmons qui joue en intelligence, et qui ne cherche pas à faire ce qu'il ne sait pas faire. Et ça, croyez-moi, ça peut paraître une banalité, mais tout le monde ne le fait pas. Et puis, effectivement, on a un Simmons qui se force à aller dans la raquette, c'est ce que je vous disais, qui veut finir fort, eh bien, tout près du cercle, avec vraiment un très beau pourcentage, très nettement au-dessus de la moyenne NBA. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'en faisant ça, il est complètement en complémentarité de J.J. Redick, de Covington, qui sont des gâchettes à 3 points, d'un Embiid qui peut également s'écarter, tirer à 3 points, idem pour Saric. Et c'est aussi ça la clé de ce bon début de saison des Sixers, c'est qu'il y a de la complémentarité entre les joueurs qui sont sur le terrain. Au-delà du scoring, c'est également un bon rebondeur, on est à 9 rebonds par match, 2 rebonds offensifs, donc effectivement, encore une fois, la taille contribue, et on a un joueur qui vient prendre des rebonds. Alors, je vous ai expliqué via des vidéos précédentes, attention sur les volumes de rebond. Ne croyez pas que parce qu'on compile du rebond, on est un bon rebondeur. Il faut aller regarder quel type de rebond on va capter. Du côté de chez Simmons, eh bien, on a à peu près 70% des rebonds qui sont non contestés. Ça reste un niveau relativement élevé. Donc on a un Simmons qui très clairement bénéficie de ce que je vous avais expliqué, à savoir ces rebonds longs qui tombent de plus en plus en NBA parce qu'il y a de plus en plus de tirs tentés à 3 points, des rebonds longs qui reviennent vers les extérieurs, des extérieurs qui n'ont pas vraiment besoin d'aller lutter parce que, entre guillemets, pour caricaturer, ils leur tombent dans les mains. Donc on a un Simmons qui bénéficie de ces rebonds-là, mais il va quand même arracher 30% de rebonds qui sont un petit peu contestés. Donc des rebonds où il y avait quelqu'un à côté, et si lui ne l'avait pas pris, c'était pour quelqu'un d'autre. Et effectivement, quand on va dans le détail des tirs qui sont antérieurs au rebond qu'il arrache, eh bien on se rend compte qu'il y a 40% de 2 points longs de tirs à 3 points, c'est ce que je vous disais, mais il y a quand même, dans les rebonds qu'il arrache, un joli petit 36% de rebonds sur des tirs qui ont été tentés près du cercle. Donc on a quand même un Simmons qui est en capacité d'aller dans la mêlée
et évidemment parce qu'il est grand, eh bien de jaillir un petit peu au-dessus de la mêlée et de capitaliser ses rebonds, ou de jaillir au-dessus de la mêlée et d'aller nous mettre un petit rebond offensif. Et donc, effectivement, ces qualités de rebond sur des rebonds un petit peu contestés, évidemment, c'est un plus. C'est un plus que d'autres joueurs qui prennent également beaucoup de rebonds, mais majoritairement non contestés, n'apportent peut-être pas à leur équipe. Voilà où je voulais en venir. Des points en intelligence, des rebonds qui peuvent être importants et également des passes décisives. C'est le joueur qui, en volume, fait le plus de passes de la NBA. C'est-à-dire que avec ses 35 minutes par match, en moyenne dans une rencontre, il va faire 75 passes. Il va recevoir à peu près 80 ballons et il va en redistribuer 75. Donc il est dans un volume de distribution de balles qui est très 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 élevé. Après, comme Lonzo Ball, c'est ce que je vous avais expliqué dans ma vidéo sur Lonzo Ball, il a un taux de transformation de ses passes en passes décisives qui est assez peu élevé. Sauf que aux Sixers, ça n'est pas un problème et ça ne génère pas un paradoxe comme du côté des Lakers avec Lonzo Ball, je vais m'expliquer. Oui, c'est ce que je vous disais. Taux de transformation. Le taux de transformation, si vous voulez, de ces passes en passes décisives est assez bas. Après, c'est pas du tout un reproche. Comprenez-le bien comme ça. J'ai horreur, moi, de ce qu'on appelle les ball hogs. C'est des joueurs qui monopolisent la balle et qui la gardent pour eux, qui jouent perso. Je suis très content, moi, de voir des joueurs qui ils ont la balle et ils la lâchent. Et ça circule, ça transfère. Sauf que, ayez bien en tête que quand vous multipliez les passes, évidemment que vous avez plus d'opportunités de générer des passes décisives que quand vous ne les distribuez pas. Donc il faut avoir ça en tête, la corrélation entre combien finalement j'ai fait de passes et sur ces passes combien se sont transformées en passes décisives. C'est ça qui est important de regarder. Et quand vous regardez effectivement dans le top des joueurs qui par rapport au volume de passes qu'ils génèrent, eh bien génèrent des passes décisives, donc ce qu'on pourrait considérer comme le top des playmakers, les joueurs en capacité vraiment d'aller servir le coéquipier qui peut marquer. On retrouve des Harden, on retrouve des Wall, on retrouve des Westbrook, on retrouve des LeBron James, des joueurs qui effectivement sont capables de fixer des défenses pour ressortir sur un coéquipier qui va mettre le panier parce qu'il a bénéficié, si vous voulez, de la focalisation de la défense sur les joueurs en question. Lonzo Ball et Ben Simmons, ils ne sont pas dans ce registre-là. C'est ça que je voulais mettre en exergue et voulais vous présenter. Sauf que comme je vous le disais, pour les Sixers, c'est pas un problème. Parce que, il y a un mais. Parce que vous allez pu me dire, mais c'est le même constat finalement que Lonzo Ball, donc c'est à relativiser. Mais aux Sixers, c'est beaucoup moins relativisé. Pourquoi ? Parce que, roulement de tambour, les Sixers sont de loin, et de très loin, l'équipe de la NBA qui produit en moyenne le plus de passes par match. Je ne parle pas de passes décisives, je parle de passes, de circulation du ballon. Sur une rencontre, ils en produisent en moyenne 350. Le deuxième, c'est les Kings, ils sont à 330. Donc, quand Ben Simmons il lâche très vite la balle pour un coéquipier, eh bien le coéquipier, il lâche lui aussi très vite la balle pour un autre, etc., etc. Et en fait, le ballon revient à Ben Simmons, qui, en deuxième intention, peut à ce moment-là créer. Ce qui n'était pas du tout le cas d'un Lonzo Ball du côté des Lakers, vraiment pour caricaturer. Parce que quand Ben Simmons lâche la balle, eh bien il la revoit. Et c'est ça qui fait toute la différence, et c'est pour ça que je vous dis attention, ça n'est pas du tout le cas, par exemple, de Lonzo Ball du côté des Lakers, parce que les Lakers, c'est seulement la 26e équipe de la NBA pour la génération de passes dans un match. On est à pratiquement 100 passes, je caricature, on est à 80, mais on est pratiquement à 100 passes de moins en moyenne par match que les Philadelphia 76ers. Donc on a finalement beaucoup moins de circulation du ballon et ce qui était un problème du côté des Lakers avec Lonzo Ball qui lâchait la balle et qui ne la revoyait pas, ne l'est pas du tout du côté des Sixers puisqu'on a un Simmons qui lâche très vite la balle et une balle qui éventuellement lui revient, et derrière, sur une deuxième intention, il peut effectivement driver vers le cercle, attirer la défense sur lui, ressortir sur un coéquipier, ou enchaîner sur une séquence de pick and roll, etc. Et tout est beaucoup plus lubrifié. Et c'est ça, effectivement, qui fait la différence
Alors qu'on a effectivement pour les qualités de playmaking, deux joueurs entre lui et Lonzo Ball, même si c'est pas du tout les mêmes postes, mais on a deux joueurs qui ont des stats, si vous voulez, de passe et de playmaking qui se ressemblent beaucoup. Et vous allez me dire, mais attends, il y a un écart parce qu'en fait il y a des différences de pace, les deux équipes jouent pas au même rythme. Eh bien pas du tout. Lakers et Sixers sont deux équipes qui ont quasiment le même nombre de possessions en moyenne jouées par match, on est à 105, et ça fait partie des équipes qui jouent le plus vite de la NBA. Donc on a même constat au niveau des joueurs, mais absolument pas le même constat au niveau des équipes, et ce qui pouvait créer un paradoxe d'un côté, eh bien n'en est absolument pas un de l'autre. Et c'est une autre chose que je voulais vous rappeler, c'est que n'oubliez pas que la qualité d'un rookie, sa capacité à être à l'aise, à s'épanouir, dépend éminemment de la qualité du jeu et en tout cas du dispositif qui va lui être proposé. Et c'est vraiment là où je voulais en venir. J'ai peut-être pas assez insisté dans ma vidéo avec Lonzo Ball, c'est pour ça que beaucoup m'ont dit « Oh mais c'est un procès à charge contre Lonzo Ball ». Non, 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 pas du tout. C'est pas comme ça qu'il fallait le comprendre. C'est une présentation des faits et c'était pour vous montrer que ce qui pouvait être un début de saison compliqué du côté de Lonzo Ball pouvait s'expliquer parce qu'il y avait des petits paradoxes entre ce que les Lakers produisaient et ce que lui pouvait apporter. Avec les Sixers, c'est pas du tout le cas. Par rapport à ce que Ben Simmons peut apporter, on a un dispositif des Sixers qui correspond parfaitement. Et c'est pour ça que Simmons il s'éclate à Philadelphie. Parce qu'avec des tireurs à 3 points qui l'entourent, ça étire le dispositif d'attaque, il peut driver dans les intervalles. S'il n'y a pas d'aide, il va au bout. S'il y a une aide, je ressors sur le tireur. Et puis on fait tourner jusqu'à décaler la défense. À un moment, le ballon revient sur moi. Mon adversaire est un peu en retard, je le déborde en dribble. Structure collective qui permet à un joueur de briller. Et puis ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une distribution des passes décisives de Simmons qui est relativement homogène. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, ouais, mais en fait, Simmons, il est dans un plan de match relativement basique et il exploite ce plan de match. Par exemple, je dis n'importe quoi, il fait que du pick and roll avec Embiid, ou bien il fait que de la fixation et je ressors sur les tireurs. Eh bien non, il y a une vraie polyvalence parce que regardez, entre les coéquipiers du 5 de départ, il y a une répartition un peu quasiment homogène des passes décisives. Donc il va à la fois servir les tireurs, à la fois servir un Embiid, pourquoi pas sur du pick and roll, ou pourquoi pas sur du backdoor, ou pourquoi pas sur du pick and fade, et on a une vraie homogénéité. Ce qui, effectivement, est encore plus difficile à défendre, parce qu'il peut y avoir plein de solutions différentes sur un drive de Ben Simmons, par exemple. Qualité d'attaque intéressante, qualité de rebond pas mal, qualité de passe intéressante, et puis au-delà de ça, des qualités de défense qui sont également vraiment pas mal, notamment, comme Lonzo Ball, sur la capacité de contestation des tirs à 3 points. Voyez que les adversaires qui affrontent en moyenne Ben Simmons, qui tournent d'habitude à 37% de réussite à 3 points, voient leur pourcentage tomber à 28,8, à 29%. Parce qu'effectivement, Simmons, il est très grand. Et quand vous avez je dis n'importe quoi, un petit meneur, un De'Aaron Fox qui tente à 3 points face à Ben Simmons, eh bien évidemment, si Ben Simmons lève les bras, c'est un casse-tête. C'est un casse-tête pour essayer de passer au-dessus. Et c'est vrai sur les 2 points longs, c'est vrai sur les tirs à mi-distance. Donc on a un défenseur qui, par sa taille, ses capacités de contestation, est vraiment intéressant. C'est pour ça que quand il est sur le terrain, la défense des Sixers notamment, est un petit peu meilleure. Donc Ben Simmons est l'exemple classique du jeune joueur qui est complètement épanoui parce qu'il est dans un dispositif qui lui convient et qui valorise ses forces. Et ça, c'est très important de l'avoir en tête. C'est vraiment très très important de l'avoir en tête. Au-delà de ça, tout n'est pas parfait. Bien entendu, tout n'est pas parfait. On n'est pas en train de dire que c'est un mutant, mais il y a vraiment beaucoup de bonnes choses. Maintenant, il y a la variable lancer franc qui est améliorée. Ben Simmons ne tire pas à 3 points. Donc le seul moyen pour lui d'aller valoriser encore ses qualités d'attaque, son pourcentage au tir réel, c'est d'avoir un pourcentage de lancer franc qui est à 70-75%. On est sous les 50% actuellement. Donc quand vous êtes en défense face à Simmons, s'il vous dépasse, vous avez... Moi, je suis coach, je dis, s'il vous dépasse, faites faute.
parce qu'on va l'envoyer sur la ligne des lancers, et la probabilité qu'il fasse 2 sur 2, elle est de 25%. Donc elle est très très basse. Donc progression des lancers francs pour derrière augmenter encore les qualités d'attaque, les qualités de pourcentage au tir réel. Le tir extérieur, j'ai envie de dire, pas besoin tout de suite. Ça sert à rien si je suis dans le coaching staff des Sixers de dire à Ben Simmons, il faut que tu travailles ton tir extérieur. Non. Parce qu'il y a déjà des tireurs extérieurs dans l'équipe, et Simmons, il est en complémentarité avec eux, ça sert à rien qu'on se marche sur les pieds, que Simmons continue à se faire violence, à attaquer le cercle, et c'est comme ça qu'il pourra mettre en valeur ses coéquipiers, et continuer, pourquoi pas, à faire briller cette équipe des Sixers. Et bien évidemment, maintenant, on va suivre ça de très très près sur les 4/5e de saison restants, il y a encore beaucoup d'eau qui va couler sous les ponts, donc ne commençons pas à nous enflammer. On a un début de saison qui est excellent. Maintenant, la NBA, c'est un travail dans la durée, c'est un travail de fond. Il faut essayer de maintenir ces bonnes performances si les Sixers veulent réaliser un très très bon exercice 2018. Bien entendu qu'on suivra ça de près. Les aventures de Ben, le survivant de l'école du haut niveau. À très bientôt. Merci de votre fidélité. Et puis bon match à tous.